Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la finance islamique en Afrique. Ce modèle de financement est un marché en plein essor sur le continent et puis les experts estiment que le secteur va doubler de volume en 2020 pour atteindre 4 000 milliards d'euros. Quels sont alors les enjeux et les défis de l'heure face à cette évolution? Pourquoi le marché est tant convoité sur le continent africain et en quoi la finance islamique peut-elle apporter des réponses aux problèmes de financement sur le continent? Pour en parler ou pour aborder toutes ces questions, je reçois sur ce plateau de spécialistes. Eladj Baradien, vous êtes le président directeur général de la compagnie indépendante de la finance islamique en Afrique, la CFIA, mais aussi vous êtes responsable de la filière finance islamique à l'IFAS, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est avec un plaisir de parler de la finance islamique. Le plaisir est partagé avec nous également sur ce plateau Amadou Sok, qui est l'expert en finance islamique, qui travaille beaucoup sur la finance sociale. Amadou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alhamdulillah, bonjour M. Diallo et merci bien pour cette invitation. Alors, professeur, on en parle tout le temps, la finance islamique, qu'est-ce que c'est? Comment peut-on d'abord la définir? De façon très simple, la finance islamique, c'est un système financier avec les deux compartiments, que ce soit la finance directe et la finance indirecte, avec la particularité de respecter les valeurs éthiques et morales de l'islam. Donc la finance islamique, c'est une finance qui est conforme à la loi islamique, à la charia. C'est la définition la plus... C'est la définition la plus complète. Alors, encore méconnu, hein, il y a quelques années sur le continent, on l'a rappelé tantôt, ce modèle de financement continue de gagner du terrain sur le continent. Quelle analyse, Amadou Sok, faites-vous de cette percée de la finance islamique en Afrique? Tout d'abord, on peut donner deux arguments. L'un sera que quand on parle de la finance islamique, c'est pour diminuer et combattre la pauvreté. Et on sait tous que l'Afrique est un continent pauvre, assez pauvre. Donc la finance islamique devient un levier ou bien une matière pour bien combattre la pauvreté avec différents produits, comme on dit. Différents produits, pour parler, ouais, allez-y. Voilà, quand on parle des produits, on parle des aspects de la finance islamique, par exemple les soukouk, les contrats qu'il y a. En fait, la finance islamique est un peu large au sens du terme. En fait, c'est plus complexe, mais aussi c'est pas difficile à comprendre. Comme a dit le professeur, c'est une finance qui essaie qui est basée sur la charia, sur les principes éthiques et surtout sociaux. Ça, c'est les principes. Voilà. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus que le marché ou le continent africain fait recours. Qu'est-ce qui fait courir en Afrique des pays? On a vu le Kenya, l'Ouganda qui a un peu donné le ton. Qu'est-ce qui explique cela? Si on prend l'exemple de la Malaisie, par exemple, qui s'est développée grâce à la finance islamique, on sait que c'est le bon déroulement qu'il faut suivre. L'Afrique a besoin d'infrastructures. On a besoin de matériel, on a besoin de travail, on a besoin, parce qu'il y a beaucoup de chômage ici. Donc la finance islamique vient pour essayer d'aider sur ça. Donc les pays africains en ont besoin, mais aussi le monde de la finance islamique en a besoin. Donc c'est du donnant-donnant, qu'on peut dire. Ouais. Alors, professeur, pourquoi le marché, ou si vous voulez bien, la finance islamique, en parlant de ce modèle de financement, pourquoi le marché est tant convoité en Afrique? Le marché de la finance islamique est tant convoité en Afrique et pas uniquement en Afrique, dans d'autres pays tels que même en Europe aujourd'hui. Vous allez aux États-Unis, il y a vraiment une progression intéressante de la finance islamique. Dans un premier temps, parce que c'est pour mettre en exergue les limites de la finance conventionnelle. On a vu l'acquis des subprimes passer par là. L'éthique au niveau principe de la finance islamique vraiment fait qu'aujourd'hui, la finance islamique a montré ses preuves en termes de, dans un premier temps, par rapport à ces principes-là, c'est une finance qui est éthique. C'est une finance à travers ces principes, comme je disais, tels que l'asset backing, qui est conforme, qui met en exergue la réalité. Donc, ce n'est pas une finance
où on peut faire des opérations et être dans des situations où il y a une différence entre l'activité financière et l'activité réelle. Ça, c'est de un. Et secondo, il faut reconnaître aussi qu'il y a une manne assez importante et intéressante aujourd'hui venant de certains pays qui sont vraiment intéressés par le facteur, l'aspect religieux. Donc, ce sont des possibilités d'investissement qui sont intéressantes. Nous avons aujourd'hui, quand je prends le cas du Sénégal, on a le plan Sénégal émergent, où parmi les bailleurs les plus importants, il y a la Banque islamique de développement, qui peut être qualifiée comme étant la banque mondiale de la finance islamique, où ce sont les États qui sont membres. Donc aujourd'hui, en termes de valeur, en termes d'éthique, en termes de performance, la finance islamique, elle est performante. C'est une finance qui croît de façon assez continue, assez régulière, même à 2 chiffres, donc pour montrer vraiment sa performance. On a un système éthique performant, on a les ressources qu'il faut, systématiquement, ça progresse. On a longtemps vu dans nos pays des plans d'ajustement structurel de la Banque mondiale, et dans d'autres pays également, très longtemps, mais qui n'ont pas fait les preuves qu'a fait aujourd'hui la finance islamique. On voit dans certains pays les missions de secours par des États. Le Sénégal en a émis 2, la Côte d'Ivoire, il y en a d'autres qui en ont émis, et ça ne va pas s'arrêter. Et même le secteur privé peut se lancer dans l'émission des secours pour financer l'investissement. Donc la finance islamique, c'est normal qu'elle se développe autant parce que c'est une finance éthique, c'est une finance performante, et aujourd'hui, en termes de ressources, il y a assez de ressources sur la finance islamique. Parler de finance performante, professeur, finalement, en quoi elle est différente de la finance conventionnelle? C'est quoi fondamentalement la différence ou le niveau de différence entre les deux? Il y en a plusieurs, les différences. La première différence, c'est qu'au niveau de la structuration des produits de la finance islamique par rapport à la structuration des produits de la finance conventionnelle. Vous regardez aujourd'hui la finance conventionnelle, la quasi-totalité des produits sont structurés via un contrat d'endettement. Vous voulez acheter une maison, la banque vous prête de l'argent et vous payez des intérêts. Vous voulez acheter une voiture, pareil. Vous êtes une entreprise, vous avez un projet, pareil, vous venez. C'est le contrat d'endettement qui, aujourd'hui, occupe plus de 95%, même plus, des transactions des banques conventionnelles. Quand on vient sur la finance islamique, dans ce qu'on appelle le droit musulman des affaires, fiqhul mu'amalat, il n'y a pas une limite par rapport au nombre de contrats. Aujourd'hui, nous savons qu'avec les normes de l'AIOFI, il y a 14 contrats. Mais en termes de structuration de produits, on peut avoir des produits qui sont structurés avec un seul contrat, 2 contrats, 3 contrats, selon le besoin vraiment du marché, selon le besoin de la clientèle. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir 2 clients qui ont le même besoin, par exemple l'accession à la propriété immobilière. Selon la réalité de ces clients-là, avec la finance islamique, on a la possibilité de proposer des produits différents qui s'adaptent à leur réalité. Donc, pour dire qu'en finance islamique, l'intérêt est banni par l'islam parce que la monnaie est considérée comme un outil d'échange. La monnaie, en aucun cas, ne peut être considérée comme un bien en islam. Donc, en finance islamique, il y a plusieurs contrats, comme je disais, des contrats de vente, des contrats de partenariat, des contrats de location, des contrats de garantie, ainsi de suite. D'accord? Tous ces contrats-là sont basés, tous les produits qu'on a en finance islamique sont basés sur ces contrats. Et ce qui est très intéressant, bon, pour ne pas dire tous les principes de la finance islamique, la finance islamique, comme je disais tantôt, il y a un principe intéressant qui est l'asset backing, qui veut dire que toute transaction doit être vraiment le soubassement d'un actif tangible. D'accord? Donc, s'il n'y a pas d'actif tangible, on ne peut pas y aller. Donc, ce qui veut dire vraiment la relation entre l'économie et la finance islamique par rapport à l'économie et la finance réelle, par rapport à la réalité même de l'activité. On a une activité financière, activité réelle. La corrélation, elle est très intéressante. Alors,
Et elle est très intéressante pour rebondir sur ce propos. Amadou Seck, la différence établie ou les niveaux de différence établis par professeur, finalement, est-ce que comme le pensent la plupart des experts, vous pensez que ce modèle de financement peut constituer une alternative crédible à la finance conventionnelle ou classique? Bien sûr, parce que on peut prendre l'exemple de la crise en 2008. La finance conventionnelle pensait, je dirais, qu'il allait s'accroître et se développer plus. Mais après la crise, on voit que la finance islamique est l'alternative possible. Parce que la crise a été causée par les spéculations, ce qui est banni par la finance islamique. Et le système de la finance islamique met en exergue, je dirais, un système où tout le monde est dedans. Par exemple, là, je peux donner l'exemple. En Afrique, beaucoup de personnes parlent de banking ou bien je dirais de banque même. On ne peut pas mettre de l'argent dans les banques si on n'a pas de revenus. Donc, pourquoi je me focalise sur le social, c'est qu'il faut d'abord avoir quelque chose pour aussi le mettre dans les banques. Donc, la finance islamique est venue pour ça, est venue pour régler ce problème. Par exemple, 80% de la richesse mondiale est détenue par 1% de la population mondiale, ce qui est anormal du tout. Et la finance islamique donc vient pour essayer d'équilibrer. Moi, je l'appelle souvent la finance de la justice sociale. Parce que les couches qu'on dit démunies, ou bien les pauvres, peuvent s'acquitter de quelque chose à manger ou bien de quelque chose pour régler leurs activités. Donc, comme l'a bien dit professeur, c'est différent. La finance islamique est différente de la finance conventionnelle. Et la finance conventionnelle est, avec ses normes, mais la finance islamique est beaucoup plus ouverte. Mais est-ce qu'il y a ce cadre de réglementation, ce cadre juridique pour un peu réguler le secteur, comme la finance conventionnelle? En Afrique, je dirais que c'est le baby stage. Du genre, ils sont en train de développer. Il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a même le Sénégal, la BCEAO qui a émis quelques réglementations. Quand on compare à la Malaisie, par exemple, qui a un dual système. Le système de la banque conventionnelle, des régulations pour la banque conventionnelle qui concernent que les banques et les institutions financières conventionnelles. Et des régulations qui concernent que les banques islamiques. Et hormis ça, il y a aussi des institutions pour la zakat, des institutions pour le waqf, des institutions en fait, qui mettent tout le monde dans le bain. Donc on peut dire que la finance islamique est beaucoup plus choyée, je dirais, avec par exemple les clients, par exemple en Malaisie, les clients de la banque islamique sont plus de 60% non musulmans. Et la Malaisie est dominée par la population musulmane. Donc ça veut dire qu'eux, ils sont conscients de l'apport. Donc il peut y avoir des chrétiens, il peut y avoir des musulmans, il peut y avoir aussi des personnes athées et tout. Donc c'est un peu un système qui regroupe tout le monde. Inclusif, vous voulez dire qu'il n'inclut pas... voilà. Alors, professeur, finalement, les défis, on a parlé du cadre juridique, les défis véritablement relevés pour l'expansion de la finance islamique sur le continent. Bon, sur le continent, ça dépend des pays. Par exemple, concernant les pays de l'UEMOA, donc il faut saluer qu'il y a des progrès intéressants dans la mesure où aujourd'hui la Banque centrale a sélectionné, recruté un consultant qui a fait un travail intéressant de mise à jour du cadre réglementaire. Donc aujourd'hui, la Banque centrale a commencé à publier des instructions qui permettent vraiment de mettre en œuvre la finance islamique. Et maintenant, c'est aux différents États vraiment de mettre à jour le cadre juridique. Il y a pas mal de pays qui l'ont fait. La Côte d'Ivoire l'a déjà fait. Le Sénégal, la semaine dernière, on a eu l'adoption de la loi concernant la finance islamique pour
les institutions de microfinance. Au niveau bancaire, il n'y avait pas cette nécessité-là. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui est en train d'évoluer vers la finance islamique. Si on compare le Sénégal par rapport à la Malaisie, il y a 20 ans de cela, le Sénégal et la Malaisie étaient vraiment au même pied, au même niveau concernant la finance. Chaque pays avait une institution financière. On avait la Banque du Sénégal et en Malaisie, il y avait une banque. Donc, ils ont fait, là où ils ont osé, c'est dans un premier temps de mettre en place un cadre réglementaire qui permette aujourd'hui de pouvoir développer la finance islamique. C'est pourquoi la Malaisie, c'est indéniable, aujourd'hui, fait partie vraiment des pays qui ont eu vraiment gagné, qui ont pu faire beaucoup de choses grâce à la finance islamique. Modèle, Tout à fait, exactement. Donc aujourd'hui, au Sénégal et dans l'espace UEMOA, les choses commencent à sortir vraiment avec ces cadres réglementaires-là. Mais quand même, il faut dire une chose. La finance islamique, c'est un système financier avec plusieurs compartiments. Il y a le compartiment bancaire, le compartiment des institutions de microfinance, qu'on pourrait lier au compartiment de la finance sociale avec les WAQF. On a eu la chance au Sénégal d'avoir une loi sur le WAQF. On a vraiment une haute autorité du WAQF qui est dirigée par Mme Oulimata Diop. C'est quoi d'abord le WAQF? En fait, le WAQF, c'est un outil, comme disait tout à l'heure Ousmane Amadou, c'est un outil qui est là pour lutter contre la pauvreté, de un. C'est un outil également qui permet aujourd'hui, tout en luttant vers la pauvreté, d'avoir des actifs qui sont investis, et c'est l'investissement de ces actifs-là qui peut générer un revenu. Le WAQF est basé sur ce qu'on appelle en arabe as-sadaqa jariya. C'est l'aumône perpétuel, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit, quand l'être humain n'est plus, il peut continuer à faire des actes à travers vraiment de ce monde perpétuel. Par exemple, si vous construisez vraiment une école, s'il y a des enfants qui continuent à venir apprendre dans cette école-là, systématiquement, vous avez des hasanats, des bienfaits qui vous... donc, le WAQF est construit sur cette base-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le WAQF, c'est un outil extrêmement puissant, dans la mesure où, d'un côté, ça permet d'avoir des bénéficiaires, on a des devoirs publics, privés, qui sont semi-publics également, mais c'est que, d'un autre côté, ça permet à des personnes qui sont démunies d'avoir un revenu, d'être soutenues, et d'un autre côté également, ça permet le développement d'actifs intéressants. Vous allez à la Mecque aujourd'hui. Les grands hôtels qui entourent la Kaaba, le Haram, sont construits à travers un WAQF. Vous allez en Tunisie, vous allez en Égypte, vous allez au Maroc, les grandes universités aujourd'hui, telles que Azhar en Tunis, ou bien même Qarraoui qui est au Maroc, toutes ces universités-là ont été conçues à travers le WAQF. Donc, pour revenir à ce que je disais, la finance islamique, c'est un système financier. Donc, il y a plusieurs compartiments. Donc, pour que la finance islamique se développe dans sa globalité, il faudrait que ce puzzle soit réuni. Il faut que tous les compartiments, la partie bancaire, la partie des institutions de microfinance, la partie concernant les compagnies d'assurance, assurance Takaful, la partie concernant le marché financier, social avec le WAQF, il faut que tout ça, vraiment, que ça se développe. Bon, concernant le Sénégal, vraiment là aussi, on doit saluer le fait que aujourd'hui, dans tous ces compartiments-là, on a un développement de la finance islamique. Au niveau bancaire, nous avons la Banque islamique du Sénégal qui était là depuis un certain nombre d'années. Tout récemment, il y a Coris Bank, Sénégal et dans d'autres pays, qui a ouvert une agence, un guichet islamique. Au niveau de la microfinance, il y a eu depuis longtemps des institutions de microfinance, aussi bien article 44 que de petite taille, qui font la microfinance islamique, telle que le PAMECAS, ainsi de suite. Et surtout du côté de la microfinance, on a ici des programmes. On a le PALAM. PALAM 1 qui est passé. Là, on est en train de commencer PALAM 2. PALAM, c'est un programme de lutte contre la pauvreté de la Banque islamique du Sénégal, de la Banque islamique de développement, qui est présent au Sénégal. Avec un triptyque, il commence vraiment par mettre la personne dans de bonnes conditions, le renforcement des capacités et le financement. D'accord? Donc, on a aujourd'hui le début de la phase 2 de PALAM. Et heureusement, là aussi, c'est quelque chose à saluer. Il n'y a que
pas le Sénégal qui a bénéficié d'une deuxième phase. Les autres, dans d'autres pays, ça ne s'est pas bien passé, alors qu'au Sénégal, ça s'est bien passé. Quelque chose aussi de très important aussi que nous avons au Sénégal, il faut que je le dise, que sur la microfinance, c'est qu'on a élaboré un programme national de promotion de la microfinance islamique. Ce programme-là est assez ambitieux entre la BID et l'État du Sénégal. Ce programme est de 47 milliards. Pourquoi? De un, pour faire tout ce qui est refinancement des institutions de microfinance sur la finance islamique, et toute la communication, tout l'accompagnement, l'assistance va vraiment dans ce programme-là qui est assez ambitieux. Au niveau des compagnies d'assurance, il faut dire que quand on fait l'état des lieux, aujourd'hui, nous sommes régis par la CIMA, où il y a 14 pays. Mais en réalité, au niveau réglementaire, sur la CIMA, il n'y a absolument rien sur la finance islamique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la CIMA est en train de travailler avec la FSB pour mettre à jour son cadre réglementaire. Et plus que ça, on a eu à organiser un atelier sur l'assurance Takaful, en présence de la direction des assurances, de la DMC, de la DSFB, en présence de quelques compagnies d'assurance qui ont osé vraiment montrer leur modèle. Et là, aujourd'hui, on a une compagnie d'assurance telle que Sen Assurance qui aujourd'hui a eu l'autorisation de faire de l'assurance Takaful au Sénégal. Alors, c'est clair. Amadou Sok, Amadou, c'est vrai, on a développé ici on a fait état des opportunités qu'offre la finance islamique, mais quand même, il y a des limites, hein, des risques à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faudra dire? Bien sûr, il y a des risques, comme toute chose. Et c'est quoi, concrètement, c'est quoi ces risques? Je dirais, l'un des risques, c'est le manque d'information. Par exemple, ou bien la modification, je dirais. Par exemple, je discutais avec un ami qui parlait du Musharaka, mais l'explication... Musharaka, c'est quoi Musharaka? Musharaka, c'est un modèle de financement, comme on dit, de partenariat. En fait, tu donnes, je donne et on crée quelque chose. Bah, la méthode qu'il m'a expliqué, c'était du genre du Moudaraba. Et pas du pur Moudaraba, parce que Moudaraba, il y a un Raboul-Mal et Moudarib. Par exemple, un Raboul-Mal, c'est celui qui amène de l'argent, le Moudarib, c'est l'entrepreneur. Ils doivent s'associer et le management doit être fait par le Moudarib. Mais lui, ce qu'il m'a expliqué, c'est le Raboul-Mal, il amène l'argent et ensuite il fait le management, ce qui n'est pas dans les normes de la finance islamique. Donc, c'est des petits problèmes en fait qui amènent que des fois, les gens ils comprennent pas bien. Parce que c'est pas juste en fait le basique. Mais comme il y a le usul fiqh ou bien le fiqh malade, comme l'a dit le professeur, qui donne des arguments ou bien des précisions sur comment utiliser ces modèles. Sorry. Oui, alors les limites, c'est vrai que vous en avez cité deux, hein, professeur, très rapidement, il y en a. Moi, je parlais plus bon, avant de parler de limites, je parlais des défis. Les défis de la finance islamique pour une meilleure organisation. Le premier défi qu'on avait, c'est un défi de réglementation. Là, vraiment, on voit qu'il y a... Voilà, exactement, il y a des pas intéressants qui ont été faits. Mais il y a un autre défi, c'est le défi vraiment de la capacitation, du renforcement de capacité et vraiment le défi de la formation. Là, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui développer une activité que l'on ne connaît pas. Donc, bon, là aussi, franchement, le Sénégal n'est pas en reste. Comme vous l'avez dit, il y a des formations aujourd'hui, aussi bien académiques que des formations pour les professionnels. Il y a un master à l'Université Anta Diop de Dakar où on en est à la 4e promotion. Le CESAC a commencé à se lancer dedans avec un master. J'ai entendu qu'il y a d'autres institutions qui aussi sont en train de le faire. Nous, au niveau de CIFIA Academy, en plus du master, nous avons vraiment des qualifications. C'est pour dire que dans ce domaine-là, vraiment, on commence à faire des choses intéressantes. Il y a également un autre défi qui est le défi de la structuration des produits islamiques par rapport aux besoins locaux. Quels sont les besoins des consommateurs aujourd'hui?
quels sont aujourd'hui les produits qu'avait avant la finance conventionnelle qui répondaient à ce besoin-là. Maintenant, nous avons ce besoin à travers la structuration des 14 comptes dont je parlais. Donc, c'est un défi vraiment d'avoir des produits islamiques qui sont adaptés aux réalités vraiment de nos consommateurs. Merci, professeur El Hadj Bara Diène. Merci donc. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de la compagnie indépendante de la commission de la finance islamique en Afrique, CFIA, également président ou responsable filière finance islamique à l'IFAS, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avec nous également Amadou Sok, expert en finance islamique qui travaille beaucoup sur la finance sociale. Merci, messieurs, donc d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci également à vous d'avoir été des nôtres. Pour vous dire que cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Merci à tous.